Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Solène, qui a été expatriée pendant 8 ans en Australie et qui a décidé de revenir il y a à peu près 1 an et demi. Tu nous expliqueras tout ça dans le détail juste après. Je laisse la parole à Solène et je te laisse te présenter en 3 mots. Bonjour à tous. En 3 mots, donc le premier, je dirais souriante, parce que voilà, on me complimente toujours pour mon sourire et je suis souvent de bonne humeur. Deuxième mot, je dirais voyage, parce que justement, depuis que j'ai voyagé en Australie, bah, j'adore ça, alors qu'avant, pas du tout. Et j'ai envie de découvrir de nouvelles cultures, voilà, j'ai ce besoin d'aller voir ailleurs, on va dire. Et troisième mot, c'est animaux, tout simplement parce que j'adore les animaux, ils me font du bien tous les jours. Voilà, je les aime trop, quoi. Merci pour ta présentation, merci d'être avec moi aujourd'hui. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Avant qu'on parle du retour en France, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière et que tu nous expliques, avant d'être rentré, tu es parti et dans quel contexte es-tu parti en Australie et à quel moment, si tu veux nous donner quelques éléments à ce sujet. Du coup, j'avais 23 ans, donc j'avais eu mon master en droit. Et puis, à la suite, j'avais travaillé chez les avocats, etc. Et puis, je voyais bien que ça me plaisait pas. Et j'étais un peu perdue, en fait, je savais pas quoi faire. Ma seule pas raison de vivre, j'exagère, mais c'était le cheval, aller au cheval, et voilà. Et professionnellement, j'étais vraiment perdue. Et j'ai vu une annonce sur le site de la Fédération française d'équitation d'une famille en Australie, donc une famille française qui recherchait quelqu'un pour être monitrice, enfin pour travailler dans le centre équestre en Australie. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est une famille française, donc je ne vais pas être larguée, je vais pouvoir parler français, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Et puis pour moi, l'Australie, c'était pas si loin. Enfin, vraiment, je m'imaginais. Enfin voilà, j'ai regardé un peu des photos du centre équestre, tout ça. Je me dis, ouais, c'est super, il y a l'air de faire trop beau. Et puis comme j'étais perdue, je me suis dit, ben, j'y vais, et puis je vois quoi. J'ai postulé, j'ai été prise, et à la base, c'était pour partir pour un an. Très bien, qu'est-ce qui fait que tu restes 8 ans finalement? Et bah, du coup, je fais ma première année, je rencontre des amies françaises. On s'est vraiment amusé, on a voyagé. Enfin, vraiment, on était un peu backpacker tout enfin, voilà, on travaillait pas dans les fermes ou quoi que ce soit, mais on s'est vraiment amusé. J'ai eu un sentiment de liberté. Enfin, j'avais zéro responsabilité ou presque. Je m'occupais pas de mon futur. Voilà, toutes ces questions dont je me posais quand j'étais en France, je m'en occupais pas. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré quelqu'un dont je tombais amoureuse, qui lui travaillait déjà en Australie et qui était sponsorisé. Donc, j'ai pu me mettre sur son visa. Et puis, on est resté ensemble. Et de fil en aiguille, en fait, je suis passée de travailler avec les chevaux, qui était ma passion, à travailler dans le domaine plus administratif, en école, puis en université. Et en fait, je me suis rendu compte que la qualité de vie en Australie était quand même très bonne. Alors, bien sûr, plein de choses en France me manquaient. Mais voilà, et si j'avais pas eu mon conjoint, entre guillemets, je serais peut-être pas restée aussi longtemps. Lui, il voulait attendre qu'on ait la nationalité australienne avant de rentrer, parce que moi, je lui avais dit que j'avais envie de rentrer. Voilà, encore une fois, j'étais un peu perdue. Et lui, il voulait absolument qu'on ait la nationalité australienne pour avoir le passeport et un retour si jamais voilà, on avait besoin plus tard. Et du coup, bah, ça nous a fait rester 6 ans, plus bah, Covid qui est arrivé au moment où on voulait partir. Donc, on est resté coincé en Australie, donc on est resté 2 ans de plus. Ça fait 8 ans en tout. Est-ce que tu te souviens
de tes besoins ou les motivations qui ont fait que vous êtes rentré en France? Oui, bah depuis la deuxième année, en fait, moi en Australie, j'ai éprouvé ce sentiment de j'ai comment dire? Ma culture me manquait, ma famille me manquait. Enfin, je suis fille unique, donc voilà, j'ai vite eu ce sentiment de culpabilité en me disant j'abandonne entre guillemets mes parents. Et ça m'a pas lâché en fait. J'ai eu aussi ce sentiment où, bah, une fois que mes amies françaises, qui elles avaient fini leur visa de 2 ans, sont parties, bah, en fait, je me suis retrouvée pas sans amis, mais sans vrais amis, on va dire. Parce que voilà, des gens, on en connaît, on fait des rencontres, etc. Mais c'est pas des vrais amis sur qui on peut compter, qu'on peut appeler à tout moment de la nuit. Ça, c'était dur. Dans mon travail, donc j'ai commencé à travailler dans un lycée et parler anglais, etc. Au point de vue administratif, eh ben, je voyais que j'avais des lacunes, j'avais du mal. Donc là, pareil, cet attachement au français à la France s'est fait ressentir en me disant, mais en fait, j'étais bien plus à l'aise quand je parlais français. Et puis voilà, un manque général. En France, j'étais dans un groupe d'amis avant qui, voilà, on faisait beaucoup de choses ensemble. Dès qu'on organisait quelque chose, on le faisait. Là, en Australie, quand je lançais des trucs à faire ou une randonnée ou peu importe, ben, en fait, personne n'était dedans. J'avais du mal à ce que les gens enfin, se fidélisent entre guillemets autour de moi, quoi, quand j'organisais les choses. Et ça me manquait beaucoup. J'avais pas ce groupe qui me soutenait, en fait. Voilà. Et puis, le fait d'être loin, le fait de devoir prendre un avion pendant 24 heures pour rentrer, tout ça font que bah, je me posais des questions. J'étais pas forcément à ma place. Et puis du coup, peut-être que le Covid, le fait pour l'Australie d'être resté bloqué et de ne pas Mm, avoir de solution de quitter le territoire, en tout cas mm. pas si facilement que ça a peut-être, en tout cas dans les 2 dernières années, renforcé ton envie de rentrer. Pas forcément, parce qu'en fait, on savait déjà qu'on allait rentrer, parce qu'on était dans le processus. Et puis, en fait, quand je me disais, bah, j'ai pas le choix, bah, en fait, c'est assez bien passé, parce que j'avais pas le choix. Donc, j'avais pas l'impression de me dire quand c'est que je rentre, quand est-ce que mes parents vont pouvoir me voir, quand est-ce que... J'avais pas le choix, on était coincés. Et en fait, bah, c'est là où j'ai commencé à aller mieux en Australie, à me dire, à vraiment profiter de tous les moments, à être dans la rue, à regarder les arbres, à me dire, ouais, c'est magnifique, à regarder les perroquets et me dire, ouais, ils sont trop beaux. Enfin, vraiment à profiter de chaque moment. Et comme le Covid, nous, c'est vrai qu'on n'a pas été très confinés en Australie, ben, en fait, c'était pas si dur. Alors, il y avait une dure période parce que j'avais vendu ma jument que j'avais achetée justement dans le but de rentrer en France. Ça, voilà, c'était un projet, je l'avais acheté pour la valoriser et la revendre, mais du coup, ben, c'était dur de plus trop monter à cheval, d'être un peu coincé chez soi durant Covid, mais j'ai rebondi, j'ai trouvé d'autres chevaux à monter, etc. Donc, j'ai eu d'autres opportunités qui ont fait que j'ai vraiment profité et je savais que j'allais rentrer, donc j'avais plus ce stress à me dire je vais rentrer, je vais pas rentrer, où est-ce que je vais faire ma vie, etc. C'était déjà embarqué en fait, donc j'ai attendu patiemment, voilà. De mémoire, il me semble que toi, tu étais à Brisbane, Ouais, j'ai fait Brisbane et Gold Coast. donc soleil toute l'année, plage. Mm, c'est ça. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu veux nous parler de... Qu'est-ce qu'il dit ton conjoint quand tu lui dis, moi, je veux rentrer en France, sachant que lui n'est pas français? Bah, à la base, il m'avait dit moi j'irai jamais en France, moi je veux rester en Australie. Donc là, moi j'étais quand même bien attachée à lui, lui aussi. Bon après j'ai le sens de de la conviction plutôt aiguë, on va dire. Donc, j'ai travaillé sur ça pendant des années. Et voilà, et finalement, il a lâché, entre guillemets, en disant, bah oui, on essaye, ça tient tellement à cœur parce qu'il m'aime. Mais je sais que lui, c'est pas du tout l'endroit rêvé dans lequel vivre, en fait. Donc, c'est ça qui est difficile aussi dans notre retour. Est-ce que maintenant, tu veux nous dire où est-ce que tu es Mm. là actuellement et depuis quand tu es rentré? Alors, je suis rentrée depuis février 2022. Donc, on est rentré avec notre chien, donc c'était une grande aventure. Donc là, en ce moment, je suis vers Lyon, à 20 km de Lyon. Je travaille à Lyon. Pourquoi Lyon? Parce qu'en fait, mes parents sont du Jura, donc c'est à 2 heures de route. Donc le but, c'était d'aller voir la famille, les amis facilement. Et puis parce qu'il y a un aéroport, parce que David, mon conjoint, travaille à l'étranger et a besoin d'un aéroport et sa famille est des îles Canaries, donc il a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller les voir. Voilà, donc on a atterri à Lyon un peu, bah, pas par hasard, parce que voilà, il y a plusieurs choses qui font que la ville est bien située pour nous. Mais ça aurait pu être une autre ville avec un aéroport, aller à 3 heures de chez mes parents, c'était pareil, quoi. Donc, j'ai pas vraiment d'attachement à Lyon. On est arrivé comme ça
un peu par hasard, on va dire. J'ai trouvé un travail et puis voilà, ça s'est fait. Euh, voilà comment ça s'est fait en fait. Finalement, pour ton conjoint, il s'est rapproché de sa famille en termes de distance. Qu'est-ce que ça a changé pour lui? Bah, lui, il dit que, alors oui, c'est plus facile d'aller les voir. Par contre, les vols directs depuis Lyon, bah, il y en a que l'hiver, ou alors à certains, enfin, sur certains jours, certaines heures, donc c'est pas très très pratique. Puis il dit que voilà, au jour le jour, il a quand même pas sa famille ni ses amis à côté, donc pour lui, c'est pas un vrai gain, on va dire. Il y va souvent, il y va 3, 4 fois par an sur des durées entre 15 jours et un mois, donc c'est un vrai changement, mais si s'écoutait lui, il retournerait en Australie et il les ferait venir, mettons qu'ils sont en retraite, 2, 3 mois dans l'année. Lui, il irait un mois et puis ce serait bien assez, dans le sens où voilà, il a plutôt envie de vivre sa vie au soleil qu'à Lyon, quoi. Il le dit que voilà, c'est bien, il les voit plus souvent, il se rend compte que ses parents vieillissent, etc. Mais c'est pour lui, c'est pas la raison essentielle pour laquelle il vit dans telle ou telle ville ou tel et tel pays, en fait. Voilà. Il est très terre à terre avec ça. Oui, finalement, il est vraiment là parce que toi, tu es là. Ouais, c'est ça. Partage-nous peut-être quelques éléments de cette arrivée en France. Donc, on est arrivé à Paris, mes parents sont venus nous chercher. Alors, par contre, on avait eu de la chance qu'on avait beaucoup de points avec Emirates et du coup, on a pu voyager en business. Et ça a changé notre vol. Parce qu'on est arrivé, on n'était pas fatigué, on était reposé, etc. Donc, ça a changé énormément sur les 24 heures d'avion. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ça vous enlève un peu de stress et de fatigue à l'arrivée. Ensuite, donc on a récupéré les bagages, etc. Mes parents étaient là, nous attendaient. Et je me souviens, enfin, quand j'ai vu mes parents, ma mère a fondu en larmes, pleuré, pleuré, pleuré. Et moi, j'ai pas eu de grosses réactions comme ça et je m'en suis voulu, entre guillemets, parce que c'était pas que j'étais pas contente d'être ici ou de les voir, mais en fait, il y avait tellement de stress à se dire qu'est-ce que je fais? Je suis en train de commencer une nouvelle vie et mon conjoint, il n'a pas forcément envie d'être ici. Et mes parents, je vois qu'ils sont trop contents, mais je savais pas trop me situer. C'était dur, franchement, c'était dur. Donc ça, j'ai culpabilisé en voyant ma mère pleurer de joie, quoi, enfin, et aussi elle a relâché son stress et voilà. Et puis moi, bah voilà, c'est pas que ça m'a rien fait, mais j'étais dans autre chose, quoi. Peut-être que tu sens ce décalage entre j'arrive, moi, comment je me sens, et en fait, je vois la Mm. réaction de ma mère qui est positive et qui est ta mère qui Ouais, est contente parce que forcément, enfin, elle retrouve son enfant ouais, qu'elle a peut-être pas vu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis aussi, pour elle, cette satisfaction de se dire, bah ça y est, elle rentre. ouais, C'est c'est pas ça. pour Donc, maintenant. c'était positif, en même temps, je voyais qu'il y avait eu du stress et c'était un soulagement. Et du coup, pour moi, c'était, alors peut-être que je me trompe, hein, je suis pas dans ses pensées, mais pour moi, c'était pas que du positif. Je voyais que ça avait engendré du stress, que c'était, enfin voilà. Donc, je savais pas trop me placer. Après, on allait récupérer le chien, enfin, à l'hôtel, parce que voilà, elle avait pris l'avion aussi, un avion qui était différent d'une autre. Et puis après, on a conduit donc de Paris dans le Jura. Et puis, c'est vrai que déjà, on est arrivé, donc on était dans les bouchons un peu là, à la sortie de Paris. Donc bon, je me dis, enfin, je sais pas comment dire, mais en Australie, il y a des bouchons aussi, mais je voyais que c'était stressant. Les gens, voilà, ils conduisent de la façon dont ils conduisent sur Paris. Donc voilà, après, on est arrivé. Bon, c'est plutôt bien passé chez mes parents, mais le lendemain, c'est vrai que bon, il y avait quand même le décalage horaire, donc on était quand même un peu fatigués. Et en fait, 1 ou 2 jours après, j'ai dit à mes parents, je me souviens dans la cuisine, et de pleurer et de fondre en larmes en disant, je suis pas bien. Enfin, et eux, je pense qu'ils attendaient qu'une chose, c'est que ben, je sois à la maison, je sois bien. Et là encore, je me suis dit, ah, je vais les décevoir, mais je suis pas bien en fait. Enfin, je me sens à l'écart. Je suis jamais revenue. Alors, mon conjoint était déjà venu une fois, mais je suis jamais revenue chez mes parents habiter, parce que là, du coup, j'avais plus d'endroit pour habiter, avec mon conjoint, avec mon chien. C'était jamais arrivé. Enfin, c'était avec des valises. Et vraiment, ça m'a fait un choc. Et puis, c'était l'hiver. Franchement, c'était dur. Oui, donc pour remettre dans le contexte, c'était l'été en Australie, tu rentres au mois de février, donc c'est l'hiver ici. Tu Mm. rentres chez tes parents avec ton conjoint qui est étranger, ce qui parle le français. Ouais, il parlait un petit peu, ouais. Là, à ce moment-là, il parlait un petit peu. Et puis tu rentres avec ton chien, donc ça fait quand même un grand changement.
Peut-être avant de poursuivre sur comment s'est passée l'installation et l'arrivée en France, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ta préparation avant de rentrer? Comment tu te prépares un petit peu à ce changement, puisque c'était quand même une envie que tu avais depuis longtemps? C'était une envie que j'avais depuis longtemps, mais depuis Covid et depuis le moment où on s'est dit on part et que du coup on est resté coincé, j'ai passé tellement de bons moments et à me dire je profite qu'au final j'avais moins cette envie de partir. C'est pas, c'était un mix d'émotions. Et pour s'organiser, eh bien, faut se préparer à l'avance. Bah déjà, grâce à ton aide, déjà j'ai pu refaire le CV, etc. et être plutôt efficace, on va dire, sur les candidatures pour le marché du travail. Donc voilà, je me suis préparée à l'avance sur ça parce que je crois qu'on avait commencé en novembre et puis je rentrais voilà en février. Il fallait organiser tous les containers, etc. Donc ça, on s'y est pris aussi à l'avance, je pense octobre-novembre. Pour le chien, pareil, ce qu'il fallait la ramener. Il faut savoir qu'après en France, ben, tout prend énormément de temps, donc il faut essayer d'avoir tous les papiers prêts, se renseigner. Pour les logements, ben, il faut déjà essayer d'avoir quelqu'un qui se porte caution pour vous. Euh, Enfin, voilà, il y a énormément de choses à penser. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très organisé et qui pense à l'avance parce que j'aime pas avoir des problèmes, des imprévus. Donc voilà, c'était pas trop dur, mais c'est une charge mentale énorme. Par contre, on a pu la partager entre mon conjoint et moi. Alors que quand on arrivait en France, mon conjoint ne parlant presque pas français, c'est moi qui ai toute la charge mentale des papiers en fait administratifs à faire et franchement, c'était beaucoup. Oui, c'est un bon point que tu abordes là. C'est un conseil que je partage souvent, c'est essayer de se, en tout cas quand on rentre en couple, essayer de se répartir les tâches, qu'il n'y ait pas qu'une seule des deux personnes qui, ben, soit, doivent tout gérer en fait, tout simplement parce que c'est énormément de démarches, il y a beaucoup de stress, Mm, il y a des délais à suivre aussi pour certaines démarches. Je pense par exemple par rapport aux animaux, où on a des visites par exemple aux vétérinaires, etc. Bref, c'est un mm, exemple ou pour les demandes de visa, etc. Donc c'est mm. vrai que quand on peut se répartir les tâches, ça c'est quand même bien. Donc toi, dans ton cas, finalement, tu as tout géré quand vous êtes arrivé en France parce que ton conjoint ne parlait pas super bien le Ouais. français. Bah, tout ce qui est recherche de logement, des trucs bêtes, mais on a emménagé dans une maison à louer qui était neuve. Donc, mise en place d'Internet, la ligne téléphonique, enfin tout. Et j'ai tout géré. Après, voilà, c'était le deal. Lui, il n'était pas à l'aise en français. Donc, mais je vous donne un exemple. Enfin, il faut s'accrocher quand même avec l'administration française. David a eu son permis moto en Australie. Donc, l'Australie et la France ont des accords. Donc, on peut échanger le permis australien en permis français. Sauf que déjà, ils ne vous donnent pas le niveau que vous avez eu, ils vous donnent un niveau en dessous. Bref. Donc, il y a un site qui s'appelle la NTS où on peut faire des démarches administratives, etc. Donc là, moi, je fais toutes les démarches. Il y a, sans rire, une quarantaine de documents à déposer sur le site. Donc, ça prend 2 heures. Il faut avoir tous les documents. En plus de ça, il demande des traductions. Donc, il faut bien essayer de faire traduire certains documents à l'avance parce que voilà, ça prend un peu de temps. Et tout ça pour nous dire, au bout de 6 mois, un peu plus de 6 mois, que la demande a été refusée parce que la photo qu'on avait mis d'identité était à peine coupée et il voyait pas le reste de ses cheveux en fait. Et David en fait avait des dreadlocks donc il les avait attachés donc voilà ça avait enfin bref. Et donc en fait au lieu de nous dire renvoyer une photo correcte, ils ont tout annulé. Donc rebelote, redéposer tous les papiers, attendre encore 6 mois je crois. Donc au final en fait ça a mis un an pour qu'il ait son permis échangé en permis français. Donc franchement il faut s'accrocher. Mais tout se fait. Ouais, je suis pas du tout surprise par rapport à ce que tu expliques. Moi, j'ai fait ma demande de permis international et je suis partie en Australie sans, puisque je crois que mon permis est arrivé à la maison 4 mois après. Oui. Bon, c'est tout. Peut-être la chance dans l'histoire, je sais pas si c'est une chance, hein, mais tu sais, il y a des pays qui n'ont pas noué d'accord avec la France et il y a des personnes, en fait, soit des Français qui ont passé leur permis à l'étranger ou des étrangers qui ont eu leur permis à l'étranger, quand ils viennent en France, en fait, ils doivent tout refaire. Là, du coup, bah, on connaît le coût du permis de conduire en France, c'est un autre délire. Oui, Donc, c'est peut-être vrai. qu'il Oui, oui. y a eu un petit peu de chance dans ta Voilà. situation. Il y a des choses positives, effectivement, parce que, par exemple, l'accord avec l'Espagne, parce que David est espagnol, il n'y a pas d'accord. Donc, il aurait dû, par exemple, le refaire là-bas, son permis moto. La sécurité sociale, etc., c'était, voilà, il faut 50 documents, il faut suivre. Nous, ils avaient perdu le dossier de David. Enfin, il faut s'accrocher, c'est long.
Et c'est pas facile, mais au final, on ressort avec tous les documents à un moment donné, ou les cartes qu'il nous faut, voilà. Ton envie de revenir initialement était principalement liée au fait que tu sois fille unique. Ouais. Aujourd'hui, tu es rentrée en France, tu es auprès de tes parents. Comment tu Mm. te sens par rapport à ça, par rapport à cette décision que tu as prise? Et ouais, quelles sont les relations que tu as aujourd'hui avec tes parents? Bah, c'est vrai que pendant quelques mois, ça n'a pas été facile. En fait, je me sentais jamais à ma place. Et comme je me sentais pas bien en France, j'avais l'impression de cacher à mes parents que je me sentais pas bien. Donc, en fait, quand j'étais avec eux, bon, ça, ils le savent pas, donc s'ils écoutent, qu'ils s'inquiètent pas, mais quand j'étais avec eux, j'étais pas, je stressais en fait de me dire, ah, mais si je repars, comment est-ce qu'ils vont réagir? Et puis, en fait, j'étais pas avec eux. Enfin, j'étais pas avec eux. J'étais pas dans le moment, jamais, parce que je stressais de me dire, mais si je repars, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et en fait, je suis passée par une phase de grosse déprime. L'année dernière, décembre, janvier. En fait, j'ai été malade, enfin, j'ai eu le Covid, après j'ai eu la grippe, enfin, donc ça m'a complètement cassée et je suis partie en déprime fort, fort, fort. Et puis j'ai dit donc j'avais une semaine d'arrêt, j'étais chez mes parents et puis bah, j'ai parlé pas mal à mon père. Et je lui ai dit, voilà, je me sens pas bien, ci et ça. Et j'ai expliqué, c'était pas facile parce que j'avais pas envie de le rendre triste. Mais en même temps, j'avais besoin de parler, voilà. Et puis de fil en aiguille, cette année, je leur en ai parlé un petit peu en disant, ben je me sens pas tout à fait à ma place aussi du fait que bah, mon conjoint se sente pas tout à fait à sa place non plus. Donc ça joue beaucoup. S'il était très heureux, peut-être que je me sentirais aussi mieux ici. Euh, donc ça, c'était pas facile de leur dire en fait. Et, et d'ouvrir la porte, de dire bah, je vais peut-être repartir un jour en fait. Parce que voilà, je sais pas où je suis heureuse. Mais en même temps, je sais pas. Quand j'étais en Australie, les choses de la France me manquaient. Pas que de la culture, la nourriture, enfin des façons de faire, l'éducation, voilà. Et quand je suis ici, bah, en fait, je pense qu'à l'Australie en me disant, ah, mais ça c'était mieux, c'était mieux, c'était mieux. Donc je me dis, est-ce que je serai un jour satisfaite? Donc ça, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai pu leur dire un petit peu, parce que voilà, des fois, bah, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu fermés. Et puis moi, je pleure facilement. Donc, dès que ça me stresse et que je suis anxieuse, ben, je pleure. Donc, je me dis, ben, si je pleure, en plus, bah, eux, ils vont voir que je suis triste. Et puis, c'est pas le but, parce qu'en fait, je suis rentrée pour être heureuse. Donc, voilà. Pas facile. On en a parlé un petit peu. Tu te souviens de leur réaction quand tu leur as dit ça et quand tu t'es ouverte, quand tu as enfin Ouais. parlé de ton Bah, ressenti? oui, oui, bah, ma maman, elle me dit que voilà, il faut que je sois heureuse et puis que je fasse ma vie, mais je sais que bah, elle est un peu triste, enfin, elle veut pas me voir comme ça, et puis aussi, bah, elle aimerait bien que je reste vers eux, enfin, c'est normal. Je pense que moi, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit un jour, non, mais moi, si mes enfants ils partent au bout du monde, jamais de la vie, alors que ces enfants ont que 2 ans et 1 an et demi, donc, enfin, ou 1 an, mais et donc je comprends, je comprends. Et mon père, bah, je voyais qu'il était triste et ça me... Il a le droit d'être triste, il peut pas cacher ses émotions et ça me faisait du mal. Enfin, j'avais pas envie de le rendre triste en fait, c'est tout, mais j'avais besoin de le dire et ben voilà, il fallait ouvrir un peu la conversation, mais eux, ils ont rien à me proposer. Enfin, je veux dire, c'est moi qui fais ma vie, ils peuvent pas me dire reste ou pars. Et voilà, ils sont un peu bloqués là-dedans et je les comprends. C'est pas à eux de. Enfin, ils peuvent pas solutionner mon problème de savoir où je suis bien. Après, voilà, c'est vrai que moi, un jour, mon père m'a dit non, mais tu sais, si vraiment tu venais à partir, ben tant pis, on ira te voir ou on ne sera pas les derniers parents à avoir des enfants à l'autre bout du monde. Voilà. Mais je sais que c'est à contre-cœur, quoi, et c'est dur, ouais. Est-ce que depuis que tu es rentrée, vous voyez régulièrement, vous arrivez quand même à passer des moments heureux ou Ouais, finalement ce ouais, sujet ouais. est quand même toujours là? Non, non, bah là, ça va mieux. Même moi, je me sens plus dans le présent et je profite enfin, du moment normal, quoi. Parce qu'avant, pareil, je me disais, ah, bah, je vois mes parents, mais il faut que je profite, il faut que je profite, il faut que je profite, parce que si je repars ou s'il leur arrive un truc, ou... et du coup, je profitais pas parce que ben, j'étais pas dans le moment, quoi. Et là, maintenant, je les vois normal, comme si, bah, enfin, après, j'habite à 2 heures, mais je les vois au moins 1 ou 2 fois par mois parce que j'y vais souvent ou ils viennent. Ils gardent mon chien, etc. Donc, on se voit beaucoup. Et au final, je me sens bien. Enfin, c'est comme si j'habitais presque à côté et qu'on se voyait. Et puis, on a une relation
situation normale. Je veux dire, c'est pas. Voilà, après. Ouais, non, maintenant, c'est plutôt normal. Mais ça a mis du temps pour moi à me sentir bien alors que j'avais qu'une envie, c'était ça. Mais je pense qu'on peut pas forcer les choses et puis mon stress prenait le dessus. Oui, puis après, il faut quand même se rappeler que tu es parti pendant 8 ans et Mm. que retrouver sa famille, tu vois, c'est pas si facile que ça. Enfin, il y a plein Ouais. d'ajustements à mettre en place. Quand Mm. tu passes de te voir une fois tous les 2 ans à bah, on se voit une fois par semaine, ou on Mm. vit ensemble, puisque quand tu es arrivé, tu Ouais. vivais chez tes parents avec ton conjoint. Mm. Enfin, il y a quand même un gap et je pense Ouais. que, comme tu le dis, en fait, ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps, que ça se mette en place, qu'on se retrouve, qu'on ait des nouveaux automatismes, etc. Et Mm. voilà. Là, ce qui est quand même positif, c'est que finalement, tu as réussi à exprimer, à communiquer. Ça, c'est quand même important dans le retour en France. Et puis, avec le temps, d'avoir chacun réussi à prendre ses marques, finalement. Ouais, tout à fait. Mais après, ça, c'est pareil avec les amis. Enfin, je me suis sentie en décalage à fond. Enfin, voilà, eux, ils ont leur vie, etc. Donc, moi, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais rentrer. C'est aussi pour voir mes amis. C'était un gros point, ça. Voilà. En Australie, quand je suis partie, j'avais deux très, 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 très bonnes amies, voire trois. Mais sinon, c'était des amis, voilà, à côté, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais voir tous mes amis d'avant, et puis ils font plein de trucs ensemble, et puis ils font des repas, et puis si, je vais pouvoir en profiter, et puis ça va être trop cool. Puis en fait, je vois bien que tout le monde a sa vie, tout le monde est occupé par ses propres activités. Alors oui, ils se voient, et puis moi, je suis quand même à 2 heures de route, donc je les vois pas tout le temps quand ils se voient tous ensemble, et puis tout le monde ne se voit plus tous ensemble régulièrement, mais ils ont des enfants, etc. Mais c'est vrai que je me suis sentie en décalage sur plein de trucs. En Australie, on sait qu'on gagne très bien sa vie. Moi, le côté financier, c'était important, ça l'est toujours. Et il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas dans les choses que j'avançais qui en France pour moi n'allaient pas, enfin ne vont pas, comme la qualité de vie, comme le fait qu'on soit payé rien du tout, comme ça c'est dur et je suis en décalage avec eux. D'autres choses, en fait on peut pas se mettre à la place d'une personne et puis hein, ils peuvent pas se mettre à ma place en parce que j'ai vécu à l'étranger, est-ce que j'ai vécu d'autres choses? Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien que eux, mais j'ai vécu autre chose. Je suis passée par plein d'états d'émotions, de tout, et eux, ils ont eu d'autres émotions dans leur vie. Je veux dire, c'est pas, mais pas celle-ci en tout cas. Et vraiment, quand je pense qu'ils devraient en avoir marre que je compare avec l'Australie mais j'en ai besoin en fait. Enfin, ça fait partie de ma vie. Ça fait 8 ans. Ça fait, moi, ma meilleure amie, elle me dit toujours, ben non, mais la vie, c'est des sacrifices, tu sais. Et j'ai eu du mal parce qu'en Australie, le seul sacrifice que je faisais, c'était de pas avoir ma famille. Mais sinon, j'avais une vie enfin, top. Franchement, niveau qualité de vie, tout ça, j'avais pas à me plaindre. Enfin. Et donc, je me suis retrouvée en décalage sur ça. Ouais, de regarder au supermarché quand je fais mes courses. Quand je dis ça, quand j'ai commencé à dire ça à mes collègues, que enfin, pas que ça me saoulait, mais que voilà, j'avais pas l'habitude. Ils m'ont regardé avec des gros yeux aussi, en me disant, bah, en fait, c'est la vie ici. Enfin, vraiment en décalage. Donc, je me dis, il faut faire attention à ce que je dis. Voilà, c'était pas toujours facile. Et puis surtout, je pense qu'ils n'ont pas forcément compris le fait que je sois triste pendant longtemps d'être revenue, alors que j'avais parlé de ça pendant des années, quoi. Je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir. Je les bassinais avec ça. J'avais envie de rentrer. Et puis, au final, je suis là. Et puis, bon, ouais, ça se passe, quoi. Après, il y a toujours ce qu'on projette et puis la Mm, réalité de ce qu'on vit aussi, de ce qu'on expérimente comme aventure. c'est Et ça. enfin, on peut anticiper, préparer plein de choses, mais on peut pas tout prévoir. Il y a aussi, voilà, le facteur imprévu, le facteur bah, de la vie aussi qui. Mm. Ouais, puis on change. Et puis, jamais je m'étais dit, 2 jours après que tu sois rentrée, tu vas pleurer parce que tu penses que t'es pas au bon endroit. Et c'est ce qui est arrivé. Jamais je m'étais dit ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font qu'on évolue. Et puis, il y a des situations ouais, qui changent, en fait. Est-ce qu'on pourrait aborder un peu dans les deadlines pour voir comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu es arrivé au mois de février. Dis-nous Mm. peut-être à peu près combien de temps tu es resté chez tes parents, à quel moment tu as réussi à trouver un travail, comment tu as fait enfin, pour le logement, combien de temps ça a pris, Mm. tu sais, un petit peu qu'on ait une idée sur la durée. Et ben du coup, on avait commencé à s'organiser, donc travail, logement, etc. C'était avec toi, donc je crois que c'était début novembre. Et donc on est arrivé fin février.
C'était la semaine du 20 au 22 février. On est resté une semaine chez mes parents. Ensuite, je suis partie aux îles Canaries avec mon conjoint, chez sa famille. Donc là, 15 jours après mon arrivée, j'avais déjà lancé le processus de candidature et tout avec toi. Donc du coup, j'avais pas mal d'entretiens. Alors, dans mon domaine, c'est-à-dire l'administration, on va dire, enfin dans l'éducation, mais plutôt dans le suivi des apprentissages, etc. Mais aussi dans un domaine que je voulais tester, la radio, parce que j'avais fait de la radio en Australie et j'aimais trop ça. Et du coup, donc je me suis orientée aussi production média, etc. Et aux îles Canaries, bah, au lieu de passer des vacances, j'ai passé pas mal d'entretiens en visio. Donc ça allait assez rapidement au final, parce que j'avais accentué mes recherches en janvier. Voilà, donc j'avais eu, allez, deuxième semaine de mars, pas mal d'entretiens. Donc j'ai été prise dans une société qui fait de la production télé, la plus grande en France, donc c'était super. Et j'avais commencé début avril. Parce que bon, je m'étais accordé quand même un petit peu de vacances, etc. Donc tout début avril, je commence. C'était un job, je savais, entre guillemets, pas que j'allais pas y rester, mais très très mal payé. Et ça, moi, c'est un truc qui me convient pas. Et j'avais fait de la production radio, donc la production télé c'était pas que de la découverte, mais c'était différent. Donc j'ai appris plein de trucs. Sauf que je me suis rendu compte que ben, niveau salaire, ça suivait pas. Et pour progresser, il fallait devenir, au lieu d'assistant de production, producteur. Et là, il fallait aller sur les tournages, etc. Alors, c'était soit en studio, soit moi, j'étais sur le sport, donc tout ce qui est match, etc. Donc, ça veut dire week-end, ça veut dire soirée, ça veut dire à l'autre bout de la France, ça veut dire. Et moi, c'est pas la vie que je voulais. Je voulais pas voyager. Donc, ça veut dire que je pouvais pas progresser, soit je restais à mon poste, soit voilà. Donc, bah, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'attends un peu, puis c'était un CDD. Et puis, début mai, donc c'était un mois après, on m'appelle. Quelqu'un m'appelle et me dit, ah, j'ai reçu votre CV de la part de quelqu'un. Je suis directeur d'une école privée et on cherche quelqu'un pour assurer le placement de mes étudiants en apprentissage. Et il me dit, j'ai reçu le CV de quelqu'un, vous avez passé un entretien au mois de mars. Bon, j'avais pas été prise, mais j'étais deuxième. Voilà, il m'avait quand même bien aimé. Donc il me dit, vous voulez faire un entretien? Je dis, bah ouais, ok. Donc je pars un entretien dans l'école et ils m'ont prise en fait. Et puis bon, le salaire était bien meilleur, etc. Donc j'ai dit oui et puis je m'identifiais plus à ce job-là en fait. Donc bah, du coup, 3 semaines après, donc fin mai, j'étais en poste à l'école EEG Sport à Lyon pour faire du placement d'étudiants en apprentissage et du suivi. Donc j'ai pas eu de problème pour trouver du boulot. Après, voilà, tu m'avais bien aidé niveau CV et tout, parce que c'est quand même différent en Australie. Mes amis même me disent, ah, mais t'as trouvé un job comme ça, enfin, super rapide, t'es chanceuse et tout. Et on va dire, bah, je suis pas chanceuse, en fait, déjà, j'ai travaillé pour. Et puis, oui, voilà, peut-être que j'ai eu la bonne occasion, que quelqu'un donne mon CV à quelqu'un, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis dans la même boîte. Au niveau du logement, est-ce que tu nous donnais un petit peu les délais? Logement, bah, du coup, quand j'ai commencé à travailler à Lyon dans la société de production, j'étais en Airbnb. Après, j'avais 2 jours de télétravail par semaine, donc je pouvais rentrer dans le Jura en télétravail. Ça me coûtait moins cher. Et puis, je cherchais des apparts. On voulait plutôt être en maison à cause du chien, avoir un jardin. Donc, j'ai appelé des agences, etc. Sauf que pour les agences, il fallait être en CDI. Moi, j'étais en CDD. David travaillait en tant que consultant, donc il avait créé une SARL. Donc, en fait, il n'avait pas de CDI non plus. Il fallait qu'on ait des garants. Donc, ça, mes parents, c'était bon. Et puis en fait, donc si on n'avait pas de CDI, ça ne marchait pas. Donc on s'est tourné vers Le Bon Coin et les agences, enfin les annonces particuliers. J'ai visité deux, trois trucs qui me disaient pas. Et puis là où je suis, ben, encore en ce moment, donc c'est quand même assez loin de Lyon, mais en fait c'est la seule personne qui nous a, enfin la seule personne. J'ai visité peut-être 5 biens en tout, mais qui nous a donné la chance sans avoir de fiche de paye les 3 derniers mois, parce qu'en fait on l'a rencontré en avril, donc je venais de commencer mon CDD, sans avoir d'avis d'imposition de l'année d'avant. Enfin, sans avoir tas de documents, voilà, je lui ai expliqué que ben, on revenait de l'étranger, on gagnait plutôt bien notre vie, enfin mon conjoint gagne plutôt bien sa vie, etc. Donc il nous a donné notre chance et on a emménagé le 11 mai. Donc c'était assez rapide, mais bon, un mois déjà en Airbnb, d'aller d'un endroit à un autre en laissant le chien chez mes parents en plus. Donc
C'était pas très facile, mais c'était pas très long. Oui, finalement, ça s'est quand même enchaîné assez facilement et rapidement. Ouais, ouais. Mais parce qu'il nous a donné notre chance. Sinon, je sais pas comment, et je le remercie. Je sais pas comment. Et ce qui a fait, c'est qu'il avait d'autres dossiers apparemment meilleurs que nous, qui avaient des CDI, etc. Mais ce qui a joué, alors je vous le dis, soyez structurés. Ce qui a joué, c'est que je lui ai envoyé un mail avec toutes les pièces justificatives qu'on avait pour montrer qu'on gagnait tel argent, que ci, que ça. Et j'ai tout structuré, j'ai tout bien nommé, j'ai tout, enfin, pour que ce soit facile pour lui à lire. Dans le mail, j'ai tout expliqué. Et puis comme ça, lui, il a vu que j'étais structurée et il s'est dit, bon, c'est une personne de confiance. Voilà. N'hésitez pas à être structuré. En effet, je communique énormément là-dessus et tout le monde me dit, mais Mag, je comprends pas pourquoi tu fais que ça, de nous parler que du logement et de l'emploi. Mais en effet, le fait de rentrer avec un contrat de travail, une promesse d'embauche, un contrat de Mm, travail français ou une promesse d'embauche pour travailler en France, c'est déjà le point d'entrée vers un logement. mm, Donc, quand on rentre en couple, quand on en a deux, c'est le mieux. Quand on mm, en a un, c'est déjà bien. mm, Euh, mais le fait d'être salarié et le fait d'être en CDI va considérablement aider à la prise de logement. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important, qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir en tête. Parce que sinon, bon, on a des personnes qui, comme toi, tu vois, arrivent à tomber sur la bonne personne et ça, c'est mm, chouette. C'est pas mm, toujours le cas. Donc, en effet, pour sécuriser au maximum, on essaye de rentrer avec un emploi et c'est pour ça que tu vois, comme on l'a fait toutes les deux, on essaye au maximum de démarrer la recherche d'emploi avant de rentrer et de rentrer avec ce fameux travail, soit le contrat de travail déjà signé ou la promesse d'embauche, parce que du coup, on peut lancer avant de rentrer aussi les démarches de recherche mm, d'emploi avec des visites à distance ou avec une personne sur place qui vient prendre le relais, ça fonctionne. mm. Donc ça, c'est quand même assez important, mais du coup, trop bien pour toi, on voit que voilà, c'est quand même assez fluide, c'est quand même Ouais. assez rapide. Moi, Mm. je le vois, hein, c'est ce que je dis, hein, quand c'est assez fluide comme ça, c'est quand même qu'on est au bon endroit. Est-ce que peut-être tu veux nous dire, du coup, là, ça fait 1 an et demi que tu es rentré, comment tu Mm. te sens, peut-être les différentes phases par lesquelles tu es passé, quoi. Eh ben, j'ai eu un an très dur où je me suis sentie décalée tout le temps. Avec mes amis, avec ma famille, au boulot. Je sais pas, les gens disaient quelque chose et je me disais, mais en fait, ça me ressemble plus. Avec mes amis, je me disais, bah, ah, mais elles sont toutes stables, elles ont tous un boulot et un cheval et une maison et moi, j'ai rien. Enfin, vraiment, je me comparais tout le temps et limite, des fois, quand je les voyais, j'étais pas bien. Et après de les avoir vus, ça allait mieux. Mais jamais, j'étais dans ce moment de dépression, quoi. C'était dur. Ouais, de toujours comparer, de me dire que elles étaient stables et pas moi, que mon conjoint était pas bien, que on savait pas si on allait rester, que si, on sait toujours pas. Je veux dire, c'est la vie est ainsi faite. Mais donc j'ai eu un an très très dur. Au boulot, pareil. Comme j'étais déprimée, j'étais irritable, on va dire. Voilà, je suis passée par une phase où je faisais pas mal d'erreurs pendant 2 mois. Le manager m'a fait confiance. Il a été enfin, il m'a vraiment soutenue. C'est quelqu'un qui a été ouvert là-dessus et qui m'a dit, bah écoute, il faut progresser, mais on comprend que tu passes par quelque chose de difficile. Euh, voilà. Et puis là, petit à petit, alors j'ai eu l'aide aussi à un moment donné d'antidépresseurs qui m'ont aidé enfin, voilà, à remonter la pente. Aujourd'hui, c'est bon. Donc voilà, faut pas hésiter à se faire aider. J'ai vu un psychologue, j'ai vu un kinésiologue, j'ai vu un coach de vie. Enfin, vraiment, je me suis démenée en me disant, je peux pas rester comme ça, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je me sens très bien dans mon travail. Je pense que j'ai un rôle, je suis la plus ancienne maintenant de l'équipe, donc ça fait pas longtemps, mais voilà, il y a eu pas mal de turnover et je me sens très très bien. J'aime de plus en plus ce que je fais. J'ai l'impression vraiment d'apporter aux étudiants une aide, etc., et d'être utile, donc ça, c'est important pour moi. Et puis, dans la vie familiale, ben voilà, je me sens plus à mon aise, etc. J'ai l'impression de plus rien cacher à mes parents. Bah, si je suis pas bien, je suis pas bien parce que je pense à... Voilà, je compare les pays, ce que j'ai, ce que j'aurais pas dans les deux situations, etc. Ce que je compare tout le temps. Puis dans ma vie de couple, ben disons qu'on essaie d'avancer. Donc là, le but, c'est d'acheter une maison pour voir si voilà, on arrive vraiment à s'intégrer, à faire une vie ici.
Si on n'y arrive pas, on sait qu'on a une porte de sortie, entre guillemets, où on a la nationalité australienne et on peut repartir. Enfin, et c'est pas parce qu'on achète une maison et que peut-être que dans 10 ans, 15 ans, en fait, on se dit, bah, peut-être que ce sera mieux d'élever les enfants là-bas. Mais voilà, après en France, j'essaie de positiver vraiment, mais avant, je voyais tout noir. Dans la rue, c'était un peu gris. Je dis, ah, mais c'est gris. Je voyais un corbeau, je me dis, ah, mais c'est pas le beau perroquet d'Australie. Enfin, vraiment, j'étais au fond du trou, quoi. Et là, je vois des choses, je me dis, ah ouais, ça c'est beau, ah mais ça c'est cool. Ah mais donc voilà, faut vraiment voir les choses positivement, faut se forcer. À un moment donné, quand on est mal, faut vraiment se forcer. C'est pas facile. Là, ça va mieux. Après, je me dis, bah, on verra jour par jour. Et puis voilà, après, il y a des moments qui me stressent. Je me dis, bah, j'ai passé 8 ans en Australie. Ma retraite, elle est en Australie. Comment je vais avoir une retraite en France? Enfin, il y a des choses comme ça qui me stressent, on va dire, sur le moment. Où je me dis, mais il faut que j'investisse, il faut que je garantisse, enfin, faut que j'ai une garantie pour l'avenir. Voilà. Ou des choses comme j'emmenais mon chien au parc à chiens en Australie, là, il n'y en a pas, ça me stresse. Je me dis, ah, mais du coup, elle voit pas d'autres chiens, donc je paye une petite sister pour qu'elle se balade avec d'autres chiens. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui me manquent et qui me stressent sur le moment. Et après, je me dis, bon, ça va, j'essaie d'avancer tranquillement, mais jour par jour, quoi. C'est un peu comme ça. Et puis avec mes amis, je me sens moins en décalage, même si toutefois, des fois, je me dis, ah bah tiens, ouais, ils ont l'air super heureux. Puis moi, bah, je suis encore un peu entre. Voilà, j'ai vécu entre deux pays, je suis entre deux cultures, je suis plus française, je suis pas australienne. Et bon, je me dis, bah, c'est comme ça. J'ai eu plein de plus, plein de choses positives et il faut que je le prenne de cette façon, sinon je m'en sortirai pas, quoi. Oui, chaque parcours est différent, chaque personne est différente, on se construit Mm. aussi différemment et je pense qu'il faut accepter ça. Enfin, ton parcours à toi, c'est celui que tu as construit et même si on n'est pas au même stade que les autres, bah, c'est pas grave, toi, à partir du moment où tu es épanoui Mm, dans ce que tu fais, dans tes choix. mm. Euh, En tout cas, merci beaucoup pour ta transparence dans ce que tu nous as partagé là. Je sais que l'aspect émotionnel, c'est, je pense, l'aspect un peu caché. Mm, Parce que bah voilà, on rentre en France en se disant, c'est bon, j'ai envie de rentrer, je suis content de rentrer, je vais mm. retrouver ma famille, etc., etc. Sauf qu'en fait, on fait face un peu à cette vague ou qui peut nous engloutir. Tu vois, les grosses vagues australiennes là, qui... Oui, oui. Et en fait, ben, on s'est pas préparé à ça. Ouais. Mais c'est courageux de ta part d'avoir osé demander de l'aide aussi. Et puis, Mm, voilà, aujourd'hui, ça va mieux. ouais. Et c'est peut-être voilà, une étape par laquelle tu Mm. devais passer pour. En tout cas, merci pour ta transparence. Est-ce que tu voudrais nous parler de ta plus grande fierté liée à ton retour en France? Bah, c'est d'avoir tenu, je sais pas si ça se dit en français, tenu mes épaules solides dans ces moments justement administratifs, etc. Mon conjoint, des fois, il pétait un câble parce que en France, enfin en Australie, tu sais, c'est tout, enfin, tout électronique, tout automatisé, tout rapide. Ici, il faut envoyer 50 lettres pour. Et voilà, c'est d'avoir tenu émotionnellement et dans le couple aussi, tenu pour deux, sans Alors, je suis passée par une phase de dépression, mais j'ai quand même tenu. Et j'ai pas dit, allez, c'est bon, on remballe tout, on part, on prend la facilité. Et ça, je suis fière de ça parce que je peux me dire, ben, j'essaye vraiment en France, je n'aurai pas de regrets. Félicitations à toi. Et tu as raison aussi de mentionner le couple quand on rentre Mm, ensemble. Le couple, c'est aussi le pilier d'un retour en France réussi parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un mm, projet qui doit être commun, c'est un projet qui doit être réfléchi ensemble. Et l'idée, c'est aussi de venir finalement combler les besoins de chacun dans ce projet, de mm, venir ou de revenir en France. Donc c'est bien, tu vois, de montrer aussi que bah voilà, il y a eu du travail qui a dû être fait aussi bien de ta part que de sa part à lui pour mm, qu'aujourd'hui, on soit toujours en France, plus épanoui, que chacun ait fait ses ajustements aussi et qu'il y ait ces mm, projets-là. Après, pour combien de temps, on ne sait pas. mm. En tout cas, pour cette histoire d'être en France. Mais bravo à vous deux, en tout cas, pour ce... Merci. Ouais, puis lui, ça a pas été facile parce que justement, quand je suis passée par une phase de dépression, il se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là en fait, si elle va pas bien en France? Et il a aussi vraiment tenu le coup et encore, hein, il est persévérant, on va dire, et voilà, il tient à moi et il fait en sorte que ça aille. Et enfin, je l'admire pour ça. Une belle histoire de, voilà, de couple qui se Mm, soutient malgré ben, une culture différente, malgré une langue différente, malgré
le fait que voilà, lui ne soit pas dans son pays aussi. Donc, en tout cas, bravo à vous. Avec le recul, quel regard portes-tu sur ton retour en France? Pas mitigé, parce que j'idéalisais la France quand j'étais en Australie et maintenant j'idéalise l'Australie quand je suis en France. Mitigé. Ouais, plutôt nuageux si je pouvais mettre un mot de météo dessus. Il y a des choses très bien, comme je n'ai plus le stress de me dire je vois pas mes parents, il faut que j'en profite, etc. Puisque maintenant je les vois quand je veux. Puis il y a des choses où je me demande toujours, voilà, par exemple, quand je vois les attentats en France ou la violence dans la rue, ou je me dis est-ce que j'ai envie que mes enfants grandissent dans ça, en sachant qu'en Australie, il n'y a rien de tout ça. Et les gens, ils ont du mal à me croire quand je dis ça, mais c'est vrai. Enfin, et ben ça me fait réfléchir. Donc c'est pour ça que c'est mitigé. Ouais, moi, je dis souvent que l'Australie, c'est une vraie bulle, hein. Mm. Mais les gens se rendent pas compte en fait. On peut pas expliquer si on n'y a pas été. Un peu plus de l'Australie. Le soleil. Là, en hiver, c'est très dur. Toutes ces petites choses où, bah, financièrement, voilà, je regardais pas ce que j'achetais. C'est tout bête, hein, mais on sortait tout le temps, on regardait pas ce qu'on dépensait. Le fait, quand je regarde les gens dans le train en France, ben, souvent ils se plaignent ou ils font un peu la gueule ou quand ils parlent, etc. Alors qu'en Australie, ben, c'est différent, c'est la vie au soleil, ils ont le sourire, ils sont relax. C'est un environnement qui est différent. L'Australie, c'est beau. Enfin, c'est un jour, je me balade avec des amis et en fait, il y avait une vue. On était dans le sud et il y avait une vue sympa, voilà, avec une petite montagne un peu vert, mais vraiment petit. Et puis elles disent, ouais, c'est trop beau et tout. Et puis moi, je dis rien de spécial. Elle me dit non. Je dis, ben, avec ce que j'ai vu en Australie, je veux pas paraître snob ou quoi, mais bon, je trouve ça moyen, quoi, ce qu'on voit là. C'est cool, c'est chouette, mais j'ai vu des choses. Enfin, puis toi, Magali, tu y as été en Australie, donc tu vois ce que je veux dire. C'est juste hallucinant. Et en fait, elles m'ont dit, oh, mais c'est nul, Soso. Du coup, ça veut dire que tu t'émerveilles plus de rien. Enfin, et ça m'a fait un coup parce que je me suis dit, bon, déjà, je veux pas paraître snob. Et puis surtout, non, je m'émerveille de plein d'autres choses, mais. Donc voilà, l'Australie est- c'est un pays qui est beau. Et ici en France, bah, quand je suis dans ma campagne, voilà, je trouve pas ça. Alors qu'en Australie, je sortais de ma rue, c'était magnifique. Donc voilà, il y a des ajustements comme ça. Oui, ça prend du temps de réapprendre Mm. à aimer la France, en fait. Moi, je le Ouais. vois que maintenant, mais ça fait un moment que je suis rentrée. Et Mm. après, par contre, tous les points que tu mentionnes par rapport à l'Australie, je suis vraiment d'accord avec toi. Le soleil, moi, c'est ce qui me manque le plus. Mm. Moi, ce que j'ai adoré, c'est cet état d'esprit, c'est cette atmosphère un peu de, tu vois, tout est relax et tout. Et en effet, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit ici. Ouais. Et oui, bah forcément, les paysages super beaux. Mm. Euh, Et surtout, moi, mon conjoint me disait, moi, je veux vivre à la mer, je veux vivre au soleil, etc. Et je lui disais, bon, moi, je m'en fiche, je peux vivre au milieu de la montagne, j'en ai rien à faire. Et en fait, non. En ayant vécu 8 ans en Australie et à la plage, eh ben, ça me manque énormément. Alors que j'ai passé que 8 ans là-bas et la majeure partie de ma vie, je l'ai passée dans le Jura. Donc, on s'habitue vite, en fait, aux bonnes choses. Après, pourquoi pas déménager maintenant, toujours peut-être en France ou pas, mais près de l'eau en tout Ouais, cas. ouais, on a regardé un peu, mais il n'y a pas trop de travail dans le sud pour nous, quoi. Ouais, c'est Donc, vrai qu'il faut prendre en compte la vie professionnelle et la vie personnelle. Et en effet, ben, en France, il y a quand même des secteurs géographiques qui sont quand même beaucoup plus dynamiques. Donc, c'est mm, quelque chose qui est important. Mais mm, moi, je te rejoins complètement, hein. Moi, ce qui me manque le plus, c'est le chaud, c'est d'aller à la mm, mer, c'est de vivre près de l'eau. mm. L'Australie, c'est quand même assez chouette pour ça. Merci de nous avoir partagé tout ça. Dernière question, avant qu'on termine. Quel serait le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui est en train de préparer son retour en France? Eh ben, se préparer déjà administrativement. Surtout, la plupart des points auxquels vous pensez soient réglés avant de partir, entre guillemets. Que ce soit sécurité sociale, enfin tout. Il faut vraiment être organisé. Il y aura plein d'imprévus, donc il faut se préparer, mais il faut savoir s'adapter. Il y aura énormément d'imprévus. Et puis voilà, savoir que les gens sur lesquels vous avez compté quand vous étiez en France et puis depuis quand vous êtes parti auront pas changé, mais vous aurez changé. Et la vie n'est plus la même qu'avant. Et il faut s'adapter à ce que bah, aussi les gens peuvent nous donner, etc.
et pas le prendre sur soi. Moi, j'avais l'habitude de me dire, ah, mais je suis rentrée en Australie, puis je vois jamais ma meilleure amie, mais ça m'énerve. En fait, non, elle a sa vie. Voilà, on a des emplois du temps différents, et puis c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il y a moins d'amitié ou quoi que ce soit, mais voilà, il faut se préparer aussi mentalement, et après, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que chacun son rythme. Voilà, il y a des gens qui rentrent, tout se passe bien, ils sont super heureux dès le jour 1, et je vous le souhaite. Et voilà, le temps au temps. Merci beaucoup. En effet, chaque retour est différent, chaque personne avance à son rythme, chaque personne rentre avec des motivations qui sont différentes. Et en effet, il y aura des imprévus, même si en tant qu'expat, on est quand même, en général, on a une capacité d'adaptation qui est quand même Ouais, assez oui. importante et qui nous aide, hein, aussi bien quand on part, mais aussi quand on rentre. Mais voilà, je te rejoins aussi, c'est sûr, on rentre en étant différents, les personnes ont évolué aussi, Oui. la France a évolué, ce sera pas la même France que quand vous étiez partis ou quand vous êtes revenus la dernière fois que vous êtes venus. Donc je pense qu'il faut accepter aussi tous ces points-là, lâcher prise sur ça et Mm, puis se faire confiance aussi parce que, ben, finalement, quand on a cette envie, ce besoin-là, c'est pas anodin. mm, Comme toi, tu dis, hein, tu l'avais presque envie depuis presque le début de rentrer. mm. Euh, Finalement, c'est concrétisé avec ses hauts et ses bas, mais en tout cas, c'est Ouais. fait. Et, félicitations, en tout cas, d'avoir réussi à rebondir et puis à créer voilà, cette nouvelle petite vie de famille comme ça à tous les trois, enfin, Mm, avec moi, le chien. mm. Euh, et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis des nouveaux projets qui pourront se concrétiser. Voilà, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour la fin, quelque chose que tu veux nous partager. Non, non, bah suivez votre instinct. Et puis voilà, tout changement n'est pas définitif. Merci beaucoup, Solène, pour ton témoignage, pour tes conseils. Merci à tous pour votre présence parmi nous, pour votre écoute. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir mes conseils au quotidien. Et à très bientôt. Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent de l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!